Bienvenue dans ce nouveau chapitre de Terminal dans lequel nous allons parler des transferts thermiques d'énergie. Alors, tout d'abord, une petite introduction à la thermodynamique, qui est une science assez jeune finalement, qui a seulement environ 200 ans, depuis l'invention de la machine à vapeur lors de la révolution industrielle. Alors, vous verrez de grands noms de la science qui sont associés et que vous connaissez, ne serait-ce que parce que certains sont associés à des unités que vous utilisez, par exemple Celsius, Sadi Carnot ou encore James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur, en tout cas une machine à vapeur plus efficace et qui a permis justement la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que la thermodynamique? Eh bien, thermo, c'est pour chaleur, dynamique, c'est pour les mouvements. Donc, en fait, nous allons étudier les transferts de chaleur ainsi que les relations entre des phénomènes thermiques et mécaniques. Alors, cette science, lorsqu'on creuse un peu, on n'ira pas jusque-là, mais il y a trois principes seulement qui sont à la base de la théorie, trois principes qui sont totalement indépendants de la composition du système que l'on étudie. Donc, ce sont des principes très généraux. Et donc, en fait, ils vont s'appliquer absolument à tous les types de systèmes, du plus petit au plus grand. Par exemple, un moteur, bien sûr, mais également une climatisation. Donc là, on parle de thermodynamique classique dans ces deux cas-là. On peut appliquer la thermodynamique aux réactions chimiques. On parlera de thermodynamique chimique ou thermochimie. On peut étudier des grains de pollen, pourquoi pas, thermodynamique statistique, mais également un trou noir. Dans ce cas-là, on parle de théorie de l'information et carrément l'univers qui, à lui, et finalement, est un système comme un autre que l'on peut étudier. Alors, passons maintenant aux fondamentaux de la thermodynamique et nous allons découvrir ce qu'est l'énergie interne. L'énergie d'un système, pour l'instant, nous avons parlé de l'énergie mécanique qui est une énergie macroscopique du système. Elle va correspondre à un mouvement d'ensemble, dans ce cas-là c'est l'énergie cinétique, et également des énergies potentielles qui sont liées aux forces conservatives qui s'exercent sur le système. Mais un système possède-t-il d'autres formes d'énergie? Alors on peut donner un exemple extrêmement simple. Si vous mettez de l'eau au soleil, eh bien, par expérience et par observation, vous allez voir que la température de ce verre d'eau va être modifiée, la température de l'eau va changer, et vous pouvez également avoir, si vous attendez un certain temps, vous allez observer le niveau de l'eau qui diminue parce qu'il y a le phénomène d'évaporation, donc un changement d'état de l'eau, de l'état liquide à l'état gaz. Comment cela est possible? Eh bien, il y a eu un transfert thermique, il y a eu un apport d'énergie du soleil ici, qui est un apport d'énergie dans ce cas-là sous forme de rayonnement. On va voir qu'il existe d'autres formes d'apport d'énergie. Et donc, l'énergie de ce système, elle a été modifiée. Ce n'est pas son énergie mécanique, il n'y a pas de mouvement d'ensemble, il n'y a pas de force qui s'exerce sur ce système. Pourtant, son énergie a été modifiée. À quel niveau? À un niveau microscopique ici. Et cette énergie microscopique, eh bien, elle est mesurée par ce qu'on appelle l'énergie interne. Donc en fait, l'énergie totale d'un système, c'est la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne du système. Mais alors, on va bien sûr se poser la question, comment varie l'énergie interne d'un système? Alors, pour répondre à cette question, on va parler d'un système qu'on va modéliser très simplement, le plus simplement possible, sinon ça devient trop compliqué. Alors déjà, on va parler des systèmes macroscopiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent toujours un très grand nombre de particules. En effet, on va utiliser des grandeurs telles que la température, mais parler de la température d'une particule, d'une molécule par exemple, ça n'a pas vraiment de sens. Pour parler de température, c'est une grandeur macroscopique à notre échelle. Donc, on parlera de systèmes macroscopiques, fermés, donc qui n'échangent pas de matière avec le milieu extérieur, qui ont une énergie mécanique constante. On va supposer que seule l'énergie interne de ce système va varier. On ne va pas mélanger les problèmes. Et enfin, pour la variation d'énergie interne, on ne parlera que de l'état condensé, c'est-à-dire solide ou liquide, des états dans lesquels les particules sont proches les unes des autres. Alors, que se passe-t-il si on chauffe une casserole avec de l'eau? Donc on est bien dans le cas d'un système macroscopique, fermé, à énergie mécanique constante, il n'y a pas de mouvement, et on est dans un état condensé, l'état liquide, pour le système, l'eau ici à l'intérieur de la casserole. Alors, on va pouvoir déterminer la variation d'énergie interne de ce système de manière très simple, en fait. Elle va dépendre de la variation de température delta T. Et dans ce cas-là, on aura simplement une proportionnalité entre ces deux variations, la variation d'énergie interne et la variation de température.
Quel est le coefficient de proportionnalité? Eh bien, c'est la capacité thermique du corps. Et donc, cette capacité thermique, elle dépend du système lui-même, de ce qui constitue le système. Donc, par exemple, la capacité thermique de l'eau ici a une certaine valeur, la capacité thermique de la casserole également, ou de n'importe quel objet solide, chacun ou liquide, chacun d'entre eux aura une certaine valeur de capacité thermique. Alors très souvent, on utilisera la capacité thermique massique d'un corps, petit c, elle est notée, hein, attention avec le grand C pour la capacité thermique, petit c pour la capacité thermique massique. C'est tout simplement la capacité thermique, mais qui est ramenée à 1 kg de ce corps. Donc elle va s'exprimer en joules par Kelvin par kilogramme. Et donc, si on nous donne la capacité thermique massique, eh bien, on pourra retrouver la capacité thermique grand C qui est dans cette relation. Simplement, pour un corps de masse petit m, si on connaît la capacité thermique massique, on fera grand C égale petit m fois petit c. Alors, on peut vérifier les unités ici. Capacité thermique massique en joules par Kelvin par kilogramme, que l'on multiplie par une masse en kilogrammes, et on va bien obtenir des joules par Kelvin, qui est l'unité ici de la capacité thermique. Alors une remarque importante pour la suite, la variation de température dans l'unité du système international est en Kelvin, mais il se trouve qu'une variation de température en Kelvin ou en degrés Celsius aura la même valeur de toute façon. Donc ne vous étonnez pas si dans les exercices, on vous parle de degrés Celsius pour la température et vous n'avez à aucun moment besoin de convertir en Kelvin. Alors donnons un exemple de variation d'énergie interne. Si on prend l'eau liquide, la capacité thermique massique est de 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Alors je reviens encore sur cette valeur, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que si je prends 1 kg d'eau et que je veux augmenter sa température d'1 Kelvin, je dois lui fournir une énergie de 4185 joules. Alors quelle sera l'énergie à fournir pour chauffer 10 kg d'eau de 25 degrés Celsius à 35 degrés Celsius? Eh bien, ici, on va simplement appliquer la relation qui est ici, en remplaçant grand C par petit m fois petit c. Et donc, la variation d'énergie interne sera de 10 kg multiplié par 4185 joules par Kelvin par kilogramme, multiplié par 10 degrés Celsius pour l'écart de température, et on trouve une valeur de 4,2 fois 10 puissance 5 joules. Donc pour chauffer ces 10 kg d'eau, eh bien, il va falloir lui fournir de l'énergie, il va donc falloir qu'il y ait un transfert d'énergie, et on va donc découvrir dans la suite de ce chapitre les transferts thermiques et les différents modes de transfert thermique qui peuvent exister.